Europe 1. Le journal de 8h présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et c'est un nouveau coup dur pour votre pouvoir d'achat ce matin. C'est 10% de hausse sur les tarifs réglementés de l'électricité. Comptez en moyenne 160 € en plus par an sur la facture. Environ 23 millions de clients concernés par cette fin progressive du bouclier tarifaire. Et alors que les prix avaient déjà augmenté en février. Et Margot Faudéré, il faut s'attendre à ce que ça continue. Oui, car le gouvernement s'est fixé pour objectif de supprimer progressivement le bouclier tarifaire d'ici à fin 2024. Vincent Maillard est le président d'Octopus Énergie France, fournisseur d'électricité renouvelable. Les hausses, il peut encore y en avoir un peu. En février prochain, selon la manière dont l'État baisse le bouclier tarifaire ou joue sur le bouclier tarifaire, les prix qui seront fixés pour les tarifs réglementés vont dépendre pour partie des prix de gros du marché européen. Des prix que Bercy surveille de près et qui dépendront notamment de la production nucléaire, explique Maxime Delaraudière, directeur général délégué chez le comparateur Selectra. Le gouvernement devra mettre en place des nouvelles hausses si les prix ne baissent pas assez sur les marchés de gros. Le nœud du problème, ça va être l'état du parc nucléaire français et la quantité d'électricité nucléaire produite en France durant les prochains mois. L'État prend toujours à sa charge 37% de la facture d'électricité des ménages français contre 43% avant la hausse qui rentre en vigueur aujourd'hui. Margot Faudéré pour Europe 1. Autre nouveauté en ce 1er août, la fin de l'impression automatique du ticket de caisse dans les magasins. Objectif, réduire le gaspillage de papier. Vous pourrez toujours le demander aux vendeurs. Il sera disponible notamment sous format numérique et vous pourrez le tester, pourquoi pas aujourd'hui, en profitant du dernier jour des soldes. Europe 1, 8h02. On en vient à ces nouvelles attaques contre la Russie cette nuit, Victor. Des drones de combat envoyés directement sur le territoire russe. Bonjour Sébastien Lebelzik. Oui, bonjour Victor. Un dernier exemple communiqué il y a moins d'une heure par Moscou, ça s'est passé en mer Noire. Oui, effectivement, la dernière attaque a eu lieu il y a quelques heures seulement. Attaque repoussée, selon Moscou. Elle visait des patrouilleurs russes en mer Noire, au sud-ouest de Sébastopol. 3 drones navals ukrainiens qui ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Et puis un peu plus tôt cette nuit, c'est le cœur de Moscou qui a été frappé. Un drone qui a réussi cette fois à atteindre un gratte-ciel du quartier des Affaires. Au 21e étage, toutes les vitres ont été brisées. Mais aucune information toujours sur d'éventuelles victimes. Plusieurs drones ont été également interceptés au-dessus de la capitale russe pendant la nuit. Enfin, l'aéroport international de Moscou a été temporairement fermé avant de retrouver ce matin un trafic normal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé ce week-end que la guerre arrive, selon ses termes, sur le territoire de la Russie, frappant des sites symboliques et des bases militaires. C'est donc le cas, alors que la guerre en Ukraine ne connaît pas de répit, puisqu'à nouveau, une frappe russe a détruit lundi un immeuble d'habitation en Ukraine, faisant 6 morts et au moins 75 blessés. Sébastien Lebelzik, merci Sébastien. En Chine, ce bilan des pluies diluviennes revu à la hausse ce matin. 11 morts et 27 personnes portées disparues désormais. En 40 heures seulement, Pékin a vu tomber l'équivalent de tout un mois de juillet de précipitations. Xi Jinping demande de tout faire pour secourir les disparus. La situation au Niger à présent, et Paris prépare-t-elle une intervention militaire dans le pays? C'est l'accusation en tout cas des putschistes, aussitôt démentie par Paris 6 jours après le coup d'État. Les États voisins, Burkina Faso et Mali, aussi contrôlés par des militaires, préviennent cette nuit qu'une telle action serait considérée comme une déclaration de guerre. Mais l'Élysée continue d'affirmer qu'elle répliquera à toute atteinte contre ses ressortissants et ses intérêts au Niger, intérêts parmi lesquels figurent les installations du groupe Orano. L'entreprise présente depuis près de 50 ans dans le pays, l'ex-Areva, partenaire de 3 mines d'uranium. Un processus aussi pour diversifier son approvisionnement était en cours depuis plusieurs années. Mais Guillaume Dominguez, depuis le putsch, le géant industriel français s'inquiète pour son activité. Oui, le groupe a d'ailleurs ouvert une cellule de crise dès l'annonce du coup d'État. Orano possède 3 mines d'uranium dans le nord du pays, dont celle d'Arlit, toujours en cours d'exploitation. Dans un récent communiqué, le groupe fait état d'une situation normale sur le site. Les ressortissants français ont été mis en télétravail, mais l'instabilité politique du pays expose les sites miniers à un double risque sécuritaire pour Michel Galli, géopolitologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Pour le moment, il y a 300 soldats nigériens qui sécurisent la mine d'Arlit. Ils pourraient être retirés ou effectivement prendre le contrôle de la mine. Et l'autre risque, c'est une réactivation des attaques djihadistes. L'autre risque aujourd'hui, c'est que les putschistes cherchent à nationaliser les sites miniers pour pouvoir les exploiter. Pas sûr
que le Niger immédiatement en ait les capacités, sauf à penser que d'autres acteurs extérieurs interviendraient, la Russie par exemple, qui serait sans doute très intéressée par une nouvelle source d'approvisionnement en uranium. L'uranium issu des mines du Niger représente près de 20% des importations françaises. Guillaume Dominguez pour Europe 1. Dans l'actualité également, Venise en péril. L'UNESCO recommande de placer la ville italienne sur la liste du patrimoine en danger. En cause, le surtourisme dans la mythique cité et les impacts du changement climatique. Cette recommandation doit être confirmée lors d'un vote en septembre. Ce changement, ce bouleversement climatique en partie responsable de la sécheresse aussi en France et les pluies dans la moitié nord du pays n'y changent pas grand-chose en fait. Oui, on pourrait se dire qu'a priori ces pluies sont une bonne nouvelle, que cela va remplir nos nappes phréatiques. Mais c'est en fait plus compliqué que cela, Alexis de la Fléchère. Eh bien, malgré la pluie qui tombe, il ne faut pas se réjouir trop vite pour nos sols, comme nous l'explique Alain Dupuis, professeur d'hydrogéologie. Les événements pluvieux que l'on a pendant les étés satisfait, on va dire, les quelques premiers centimètres, voire mètres du sol. Mais pour les nappes qui sont plus bas que ça, en fait, ça n'y arrive pas. La végétation se serre. Vous avez l'évaporation, vous avez l'évapotranspiration. Tout le cycle de l'eau repart vers l'atmosphère ou vers du ruissellement. Mais ça ne recharge pas les nappes. Et pour les spécialistes, ces pluies d'été sont trop tardives. Il aurait fallu des pluies d'hiver qui tombent de manière régulière, qui en laissent le temps au sol de s'imprégner, s'imbiber. L'eau va descendre tranquillement sous l'effet de la gravité dans le sous-sol. Ce retard-là, il n'est pas rattrapable. Et la situation des nappes phréatiques est préoccupante sur une grande partie du pays. 68% des niveaux restent sous les normales de saison. Alexis de la Fléchère pour Europe 1 et notez également ces départements en vigilance orange au feu de forêt en France. Il s'agit du Var, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Et pour terminer, Victor, on va aller faire un petit tour aux États-Unis où la folie des grandeurs d'Elon Musk, le patron de Twitter, ne plaît visiblement pas à tout le monde. Oui, Musk qui vient de rebaptiser le réseau social X. Alors pour fêter ça, le milliardaire avait installé un X géant au sommet de son immeuble de San Francisco, un panneau auquel il a dû renoncer sur pression de la municipalité. Aviva Fried. Oui, Elon Musk est très clairement un adepte de la philosophie. Toute publicité est bonne à prendre. Tout a commencé quand un X géant est apparu sur le toit de l'immeuble de Twitter pour marquer le nouveau nom du réseau social. Un X en métal, illuminé avec effet stroboscopique, un peu comme la Tour Eiffel. Spectacle et nuisance garantis pour les voisins, comme l'explique sur une chaîne locale cette habitante qui vit dans la même rue. C'était tellement lumineux que ça me faisait un peu mal aux yeux. Ça n'arrêtait pas de clignoter. C'était vraiment difficile de l'ignorer. 24 plaintes d'habitants ont été déposées auprès des services de l'urbanisation de la ville, qui ont dépêché des inspecteurs à plusieurs reprises, mais l'accès à l'immeuble leur a été interdit. Branle-bas de combat, la ville menace X d'une grosse amende si l'entreprise ne retire pas son enseigne. Sur le réseau social, Elon Musk réagit en envoyant un emoji mort de rire. Et hier, coup de théâtre, le X est finalement détruit volontairement. Mais la société devra tout de même payer la ville pour construction illégale. En attendant, tout le week-end, tout le monde n'a parlé que de X. Et finalement, une amende, c'est peut-être moins cher qu'une campagne de pub. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried, et on vient de l'apprendre, on vous parlait de la situation au Niger. L'ambassade de France à Niamey vient de communiquer. L'évacuation des Français sera en cours très prochainement, dit-elle. Ouais, information sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans le courant de la matinée. Merci Victor Pourchet, à tout à l'heure. Il est 8h et bientôt 10 minutes sur Europe 1. Dans quelques minutes, la météo des plages.